Chapitre 4. Garnett avait toujours eu le sentiment que Mrs. Newell pourrait un jour lui demander de faire une chose qui lui serait pénible. Il n'avait pas été jusqu'à se demander ce que cela pourrait être. Il avait seulement senti que le jour où de simple spectateur il deviendrait acteur, il devait s'attendre à se trouver à un moment quelconque dans une situation gênante. Ce moment était venu, et ce fut pour lui un soulagement de penser qu'il allait pouvoir refuser ce qu'elle lui demandait. C'est ce dont il n'avait pas toujours été sûr. Elle avait une façon à elle d'engager les gens à leur insu dans ses propres complications, et Garnett s'était d'avance figuré qu'il pourrait bien être pris dans un piège d'où il ne pourrait se tirer. Mais tel n'était pas le cas aujourd'hui. Rien ne pouvait le forcer à servir d'intermédiaire entre Mrs. Newell et son mari, et il était absurde de s'imaginer que même dans une vie aussi déracinée que celle de Mrs. Newell, une intimité de rencontre comme la sienne fut la seule à laquelle elle put faire appel. Elle s'était tout simplement adressée à lui parce qu'il se trouvait à portée et il comptait bien se mettre hors de portée en filant sur Londres le lendemain. Ayant ainsi mentalement bien affirmé son indépendance, il se sentit plus à l'aise pour envisager l'étrangeté de la situation. Il avait toujours supposé que Mrs. Newell, au cours de son existence agitée, devait avoir jeté bien des gens par-dessus bord, et il pensait bien que M. Newell était du nombre. Ni sa femme, ni sa fille ne parlaient jamais de lui, ce qui pouvait faire croire que la dame l'avait mis de côté dès le début de leur ménage. Mrs. Newell était incapable d'une réticence, et si son mari avait encore compté dans sa vie, il eût certainement figuré dans sa conversation. Quand, par hasard, Garnett songeait à M. Newell, il se disait que sans doute sa femme s'en était débarrassée au moyen du divorce, mais il constatait maintenant qu'il avait encore jugé Mrs. Newell au-dessous de sa valeur et qu'elle possédait à un suprême degré la faculté d'employer ce qui, dans la vie, semblait inutilisable. Il l'avait toujours crue la plus prodigue des femmes, et voici que, par un miracle d'économie, elle avait, depuis des années, gardé un mari superflu simplement pour le cas fortuit où il pourrait lui être utile un jour. Or, ce jour était venu, et il fallait que M. Newell fût tiré de son obscurité. Garnett se demandait ce qu'il était devenu pendant ce temps, et sous quelle forme il répondrait à l'évocation. La crainte qu'avait sa femme, qu'il n'y répondit pas, tendait à prouver que son exil était volontaire, ou lui avait tout au moins semblé le meilleur parti à prendre. Mais dans ce cas, n'était-il pas étonnant qu'il n'eût pas recouru à des moyens légaux pour s'affranchir? Il était peu probable qu'il eût les mêmes motifs que sa femme pour tenir à ce vague lien. Bref, on se perdait en conjectures lorsqu'on cherchait à se figurer quel devait être son point de vue. Garnett, ce soir-là, en se rendant au dîner des Hubbard, ne pouvait s'empêcher de regretter que les circonstances ne lui permissent pas de rencontrer un personnage aussi énigmatique. La connaissance approfondie qu'avait le jeune homme des méthodes de Mrs. Newell lui fit sentir que son mari pourrait être une étude intéressante. Ceci n'ébranla pourtant pas sa résolution de ne pas se mêler à cette affaire. Il entra dans la salle à manger des Hubbard avec la ferme intention de refuser la mission de Mrs. Newell, et s'il changea d'avis dans le courant de la soirée, ce ne fut certes pas à cause d'elle. La curiosité de Garnett quant à la part qu'avaient prise les Hubbard dans le mariage d'Hermione fut satisfaite avant qu'il eût été assis 5 minutes à leur table. Mrs. Wilsey Hubbard était une blonde épanouie dont la taille épaisse mais disciplinée semblait être le résultat d'une lutte bien équilibrée entre son cuisinier et sa corsetière. Elle parlait beaucoup de ce qui était convenable comme toilette et comme conduite et semblait tenir Mrs. Newell pour un arbitre indiscutable entre ces deux points. Faire ou porter quelque chose qui ne fût pas absolument dans la note aurait été extrêmement humiliant pour Mrs. Hubbard, et elle était évidemment résolue, au prix de tous les sacrifices, à ne jamais se trouver en faute. De tels soucis ne semblaient pas préoccuper M. Hubbard. Si Garnett avait été appelé à le décrire, il l'aurait défini comme l'Américain qui a toujours la main à la poche. Le jeune homme, dans le cours de ses voyages, avait rencontré dans les sociétés et les milieux les plus divers beaucoup de compatriotes du type de M. Hubbard, et partout c'étaient eux qui réglaient les comptes. M. Hubbard mesurait la distinction sociale à la capacité qu'avait l'individu de jeter son argent par la fenêtre, et comme il n'y avait que des gens de son pays pour lui disputer ce privilège, il ne lui arrivait pas souvent d'avoir à douter de sa supériorité sociale. Garnett ne croyait cependant pas que le ménage Hubbard, si prodigue fût-il,
eût fait une dot à Hermione. Il se figurait qu'il serait très large en présent, mais qu'il n'irait pas jusqu'à donner des valeurs. À l'empressement qu'il mettait à payer, se mêlait le regret que le public ne prévît cet acte, et la moindre pression coupait court à leur prodigalité. Mrs. Newell, experte dans la manière d'user de ce genre de millionnaires, ne risquerait sûrement pas d'éveiller leur susceptibilité. Garnet était donc certain que l'héritage chimérique avait une autre source. Il n'en découvrait pas d'autre que celle du baron Schenkelderf, qui, assis à la droite de Mrs. Hubbard, avec une nouvelle décoration à la boutonnière et un vernis tout frais sur son visage, éblouissait sa voisine par sa connaissance approfondie du Gotha. Garnet, de plus en plus convaincu que c'était le baron qui subventionnait Mrs. Newell, sentait la nécessité absolue qu'Hermione se mariât. Jusqu'ici, ce mariage ne l'avait intéressé que parce qu'il prouvait l'extraordinaire habileté de Mrs. Newell. Mais il se sentait pris de pitié pour la jeune fille en constatant tout à coup que dans l'atmosphère viciée de son entourage, un roman d'une fraîcheur surprenante s'était épanoui. Il lui suffisait de suivre les regards qu'échangeaient les jeunes gens pour se sentir transporté dans le domaine de l'idéal. Il était clair qu'Hermione aimait et était tendrement aimée, que les deux amoureux avaient foi l'un dans l'autre et dans tous ceux qui les entouraient, qu'ils avaient enfin admis sans effort et avec une profonde bonne foi la légende de l'héritage de la tante. En étudiant le comte Louis du Traias, Garnet jugea du premier coup que par une merveilleuse coïncidence, Hermione était tombée sur une nature aussi désintéressée que la sienne. Si la physionomie douce et mince du jeune homme et sa myopie ne donnaient pas une grande impression de force, elle révélait au moins une bonté et une naïveté aussi incorruptibles que celles d'Hermione et faisait présumer que, quels que pussent être ses défauts, il ne ferait jamais perdre à sa fiancée les illusions qu'elle avait si miraculeusement gardées. Le fait que la jeune fille acceptait sa bonne fortune sans arrière-pensée, sans le moindre soupçon du sort auquel elle échappait, rendait la situation encore plus poignante. Car si elle manquait cette occasion de sauvetage pour retomber dans l'existence qu'elle avait menée jusqu'ici, ses yeux ne pourraient tarder à se dessiller. Garnet frissonna à l'idée qu'elle pourrait vieillir entre sa mère et Schenkelderf ou tout autre successeur du baron qui pourrait étayer la fortune chancelante de Mrs. Newell. Car il lui paraissait bien évident que le baron marquait le premier échelon du déclin de son ami. Quand Garnet quitta Mrs. Newell ce soir-là, il s'était engagé à retrouver son mari.